On sert le déjeuner à 11h30 dans le monastère Bayu, Jade Blanc. Il y a sur le menu thé au beurre de yak, beignets en torsade et légumes salés. Jassi prend son repas avec les autres lamas dans la grande salle de prière. Mais il a un rang spécial. Il a obtenu le grade de Khenpo ou docteur en bouddhisme. D'autre part, il a beaucoup voyagé jusqu'à Harbin au nord et à Shenzhen au sud du pays. Il n'y a pas de comparaison possible entre son vécu et celui des autres lamas de son monastère. Après ce repas, il repartira en voyage. Le bourg de Bayu, Jade Blanc, où vit Jassi Lama, est une localité reculée du district de Diaozhe, préfecture de Guolo, située au sud-ouest du Qinghai. Grâce à la chaîne de montagnes Bayankara qui barre la route au courant d'air froid du nord, il y fait plus doux et plus humide que les autres endroits du Qinghai. Cette localité est constellée de 160 beaux lacs et des montagnes enneigées se reflètent dans l'eau, faisant ressortir leur splendeur. Pour les Tibétains, c'est une empyrée des dieux. C'est pourquoi ils l'appellent Nienbo Yuze, ou le mont sacro-saint. Grâce à son abondance d'eau et à son climat doux, cette contrée a accueilli une faune riche et variée, et notamment des oiseaux divins pour les Tibétains. Jassi retourna dans sa chambre après le déjeuner. C'est un monde qui diffère complètement de la salle des prières. La plupart des objets qu'on y voit ont un lien avec l'oiseau. Ce sont les 200 et quelques ouvrages ornithologiques en anglais qu'il a grappillés depuis 15 ans. Et ces 13 000 photos d'oiseaux, il les a prises pendant ses voyages dans tout le pays. Le matériel photographique de Jassi est haut de gamme, même dans les grandes villes chinoises. Un objectif zoom à grande ouverture de diaphragme et de longue focale coûte déjà la bagatelle de 10 000 yuan. Faire des photos n'est pourtant pas son but final. Son vœu le plus cher est de peindre de façon très précise et avec les techniques traditionnelles tibétaines plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux vivant sur le plateau Qinghai Tibet. 以后想出一个藏区的鸟类数词，就是画的，主要是我看到的，我们自己没看到就不一般不画。 Après avoir examiné nos équipements, nous nous mîmes en route. L'abbé du monastère vint en personne saluer notre départ et nous dit « Jassi était un oiseau divin dans une vie antérieure. Il comprend les langues ornithologiques. C'est pourquoi il suit chaque année le trajet migratoire des oiseaux venus à Nienba Yuze pour connaître les changements de la nature. » Nous quittions à peine le monastère de Bayu qu'un oiseau divin surgit à l'horizon. C'était un gypaète barbu que les Tibétains vénèrent comme le dieu de la santé. 那个最大的那个红色的那个颜色上面有白色的缝缝，这里有一个后脚的不？那个佛教里也是这样说的，传统文化里也是这样说的。它是所有的鸟类里最长寿的，它可以活10万年、10万岁。但是不知道这是真的假的，不知道。但是我知道它吃的食物是不吃肉。小鸟的时候用肉来可以喂小鸟，一长大了就是。 2岁以后就它一般不吃肉，它吃骨头和一个白色的石头。 Parmi les oiseaux de proie se nourrissant d'animaux pourris et vivant sur le plateau Qinghai Tibet, il faut notamment citer le griffon himalayen, le vautour et le gypaète barbu. Les gens vivant à l'intérieur du pays n'éprouvent aucun intérêt pour eux, mais les gens vivant sur le plateau Qinghai Tibet gardent le respect pour eux. C'est un rite sacrificiel annuel que les pasteurs locaux passent à l'occasion du Nouvel An. Qu'attendent-ils pieusement?
En plein hiver, quand le grand froid sévit dans les montagnes, les oiseaux divins connaissent une pénurie de nourriture. Ils feront ripaille cette fois, ils arrivent. Ces rapaces qui ne sont pas propres à nos yeux sont en réalité les nettoyeurs de la steppe car ils se débarrassent volontiers des cadavres d'oiseaux, évitant ainsi une éventuelle propagation de peste. Bien sûr, ils peuvent aussi, dans le cadre d'une coutume d'enterrement spécial propre au plateau, amener les morts au paradis. Jassi éprouve un intérêt particulier pour le gypaète barbu en raison non seulement du statut de dieu de la santé, mais surtout à cause de la difficulté à prendre cet oiseau en photo. 觉得我，这是目前是中国的所有的观鸟人都没拍到它的窝里面的蛋呐、它的小鸟没拍到，所以就这是一个空号。 Les rapaces d'autres espèces se nourrissent de chair pourrie et se disputent souvent autour d'un cadavre d'animal. Et le gypaète est de caractère singulier. Il se présente très rarement devant un cadavre. Il vient tout simplement tenir un os dans le bec après le départ des autres oiseaux. Il est l'artisan des os brisés, qu'on peut voir au pied de la montagne. Comme le gypaète est solitaire, il est donc très difficile de filmer son nid. Jassi avait essayé 5 fois, mais tous ses efforts se sont soldés par un échec. La dernière fois, c'était en 2009. Cette suite de lacs contigus est le repère du parc géologique national de Nien Bao Yuzhe. C'est un parc pas comme les autres. Il s'étend sur plus de 50 km de long, dans une vallée très ramifiée, constituant, dirait-on, un labyrinthe. Le glacier est le maître de la sculpture du relief local depuis des millions d'années. Il a créé d'innombrables cimes grotesques et pointues et a creusé des centaines de récipients dans la roche, formant de beaux lacs d'altitude. Les Tibétains de Gwolo considèrent cette vallée comme leur berceau, le foyer de leurs ancêtres. Jassi n'est pas un touriste. Il a pour tâche cette fois de chercher les traces de 2 oiseaux divins, forts considérés et dotés d'un statut hautement placé à Nien Bao Yuzhe. Pour la première étape, il doit retrouver Le Wang, un de ses amis habitant ici. En ce moment, Le Wang est sur le chemin du retour à la maison. C'est un pasteur de Nien Bao Yuzhe, qui sert de guide depuis plus de 10 ans à des organisations protectrices de l'environnement chinoises et étrangères. Et à la longue, il est devenu lui-même un photographe amateur. Lui et Jassi prêtent une attention particulière à la migration du cygne à cou noir. Le cygne à cou noir est un oiseau divin doté d'un statut hautement placé dans les folklores de Gwolo. Les habitants locaux pensent que le séjour de cet oiseau est étroitement lié à la prospérité de leur steppe. L'écologie moderne a d'ailleurs prouvé la justesse de ce point de vue, car le cygne à cou noir, un éco-indicateur de la zone humide, quittera le premier endroit où l'eau et les herbes auront été remises en cause. Jassi demandait à Le Wang de lui dire ce que sont devenus les cygnes à cou noir dès qu'ils se sont vus. Le Wang lui apporta une nouvelle imprévue. L'un des 2 cygnes habitués n'est pas arrivé cette année. Cette nouvelle inquiétait Jassi. Normalement, le couple de cygnes à cou noir est fidèle toute sa vie. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ou qu'est-ce qui est arrivé à la steppe? Jassi se décida d'aller voir sur place de ses propres yeux. Il commençait à faire sombre, le temps est très capricieux à Nien Bao Yuzhe. On peut y voir des éclairs accompagnés de tonnerre quand il fait un temps charmant et des flocons de neige tombent parfois même en plein été.
Jassy s'en fichait. Il se dirigeait tout seul vers la profondeur d'un banc de vase, car il se souciait de son oiseau divin, le cygne à cou noir. La pluie commença à tomber et elle se transforma en grêle, moins de 5 minutes après. Jassy continuait à chercher sur le banc de vase. La pluie s'arrêta enfin. Un grand nombre de vers de terre sortaient du sol. Des picas et des alouettes calandres s'attaquent à ces proies faciles, tout en négligeant un danger imminent. Des aigles les regardent, non loin, d'un œil menaçant. Il fait complètement noir à 8 heures du soir. Jassy est revenu du lac. Il a l'air frustré, il n'a vu aucun cygne à cou noir et il avait même des ennuis avec l'un de ses objectifs tombé dans l'eau. Le clair de lune est très beau au bord du lac divin. Jassy continue à bricoler sur son appareil photo. Le lendemain, à la pointe du jour, Jassy avait quitté notre campement. Nous l'avons retrouvé au bord du lac des Fées, où a lieu un rite. Le lac des Fées est le plus grand des lacs de Nien Baozi. Selon la légende, des fées apparaissent de temps en temps pour séduire de jeunes hommes et des ensorcelés auraient été noyés. On surnomme donc ce lac le lac des sorcières. Les autochtones font chaque année un rite sacrificiel en l'honneur du lac. Les sagets qu'ils jettent dans le lac contiennent de l'orge et 4 autres céréales, grâce auxquelles le dieu du lac ne saurait plus nuire aux êtres humains. Les poissons vivant dans ce lac sont très originaux. Les poissons en âge de frayer descendent le courant jusqu'à 100 km en aval et retournent vers le cours supérieur des ruisseaux pour pondre pendant la saison de la ponte. Ils remontent difficilement le courant en se servant de leurs petites nageoires. Ils luttent contre les rapides en se propulsant par l'action de leurs nageoires pour faire une dizaine de mètres sur la roche en une demi-heure. Ils retourneront ainsi au lac sacré. C'est pourquoi les pasteurs locaux considèrent ces poissons comme les pèlerins les plus fervents. C'est surtout une cérémonie de sacrificiel dédiée au dieu des montagnes. Les pasteurs brûlent des rameaux de cyprès, du beurre et de la farine d'orge pour faire répandre une odeur mystérieuse. À ce que l'on dit, les anciens Tibétains avaient fait de la sorte pour dissiper les miasmes, et de nos jours, cela est devenu une cérémonie sacrificielle. Jassy est indisposé aujourd'hui, peut-être à cause de la pluie qui l'a assailli hier. N'ayant pas pris de médicaments avec lui, il se soigne à sa façon, boire un peu d'eau du lac divin et prendre du médicament qui se cache dans le lac. Enfin, il a trouvé une plante à une seule feuille, très difficile à repérer dans les herbes. Voici des bulbes de fritillère, un médicament qui coûte très cher sur le marché. 1 ou 2 grains suffisent pour soigner un rhume. Bien sûr, un prompt rétablissement suppose le repos. Ici, le calme de la nature recèle peut-être une puissance spécifique.
Un quart d'heure après, Jassy est redevenu en pleine forme. Il a remarqué 500 mètres plus loin des animaux que nous voyons flous dans un objectif grossissant 20 fois. 你看，这里有很多鸳鸯，大概有50-60只吧。猫你看它们的，但是它们不怕猫腻了。 Les yaks domestiques et les mouflons sauvages se battent. Dans cette région, on pratique l'élevage extensif de yaks. Ceux-ci aiment prendre le frais le jour dans un ruisseau et le soir ils s'assemblent sur une hauteur pour fuir les moustiques. Des moutons perchent le jour sur un sommet pour fuir les prédateurs et descendent ici pour se chauffer un peu la nuit. Voilà pourquoi ils sont oryx. Les mouflons, bien que de petite taille, ont un caractère farouche. Une dizaine de minutes après, les yaks ont cédé. Il semble que nous soyons dans un monde d'animaux sauvages.鸳鸯现在的鸳鸯比较容易看到的，冬天的鸳鸯和冬天的血泊、冬天的那个岩石是这3个是一个颜色。我第一次看到那个血泊的时候，它是岩石上一个睡觉了晒太阳，根本就看不到。其实我的眼睛是看鸟类和看动物是比较好的一个眼睛，但是血泊的话，我们其他人都一样的。C'est une panthère des neiges qui se dissimule dans des amas de pierres. « 真的看不懂，我就这样看了半天才，后来就它动物它的尾巴那个这里是黑色的，尾巴那个头是黑色的，所以就它动尾巴的时候我就开始就看见了，但是这时候也是只能看到尾巴。 Sa queue l'a trahi. 身体看不见的，身体和它的那个颜色是一模一样颜色，所以就再一会儿就好像10分钟以后，它就站起来了，所以就开始就看见了。 Jassy voyage dans des endroits pareils durant toute l'année. Il compte sur sa vue extraordinaire et ses connaissances botaniques et zoologiques, sans quoi il ne pourrait même pas dormir la nuit. 有一次我在马可波林场里面有一个很大的一个松树下面，我在这里睡觉了。这时候我只有带了睡袋，其他什么都没带。然后就突然就大声音，一个大声音，我就不知道这是什么声音，从来没听着过这样的声音，也不是一个刮风的声音，一个动物那种，好像是一个动物飞过来的那样的一个声音。然后还是我很怕，突然就它有一个声音，哭嘞。 哭嘞，有一个这样声音，我就知道哦，这是一个叫声，我就放放心心就睡觉了。 C'est déjà l'heure du déjeuner, mais Jassy prend son temps, car il pourra prendre son déjeuner comme chez lui dans n'importe quelle tente noire qu'il rencontre. Les lamas du monastère sont très connus dans la région. C'est pourquoi le maître de cette maison, une personne âgée, traite Jassy comme un hôte distingué. Jassy s'en quitte aussi des 2 oiseaux divins auprès de lui. Le vieillard dit à Jassy, « Les pâturages viennent pas mal dans cette région cette année, mais les marais se sont rétrécis. Le couple Signakou noir, qui revient chaque année, se cache peut-être dans un méandre plus reculé. » Nous avons peut-être dérangé un groupe de 11 Tadornes casarcas, des canards rouges, en pleine sieste en entrant dans le marais. Notre collègue Su était animé d'un désir ardent de les filmer. Il s'est glissé vers eux sans bruit et s'est posté à l'affût derrière un buisson. Les Tadornes casarcas restaient tranquilles quand l'intrus était à 50 mètres d'eux.
Passé cette limite, 2 d'entre eux, de sentinelles, dirait-on, s'envolèrent immédiatement. Les 11 Tadornes Casarcas s'envolèrent quand notre photographe était à 30 mètres d'eux. Ce n'est donc pas facile de faire des clichés d'oiseaux. Trung国的核武是有2种，核武和核武。核武的我说就是那个下面是水，这样一个道的那里有洞里面走我，这个它的弹和它的我非常不容易看到的那样的。有一次我看到了这里有一小鸟，然后我就往下面上爬，不行，前面有水很深的一个水，往上面下去的话也是不好看。然后我就这样的话，就突然就我就掉下去了，掉到我和照相机一起，掉到那个水里去了。我不会游泳，我喝了很多水，然后就是慢慢就起来了，所以就后来我的那个相机就不好用。Le monde extérieur ne connaît pas bien le relief de Nianbaozi. Cependant, les Chinois connaissent parfaitement Maoergai, une immense steppe marécageuse que l'armée des ouvriers et des paysans de Chine a traversée il y a plus de 70 ans. Nianbaozi se trouve à 200 km de Maoergai et possède un relief semblable à celui de Maoergai. Ce relief nous empêche de rendre visite aux 2 cygnes à cou noir, mais c'est un important éco-foyer. La nourriture des cygnes à cou noir est dans l'eau, car des êtres vivants aquatiques restent très actifs même s'il fait moins 30 degrés. À la tombée de la nuit, Jassi nous proposa de monter à cheval pour nous approcher autant que possible des cygnes sans nous faire remarquer. Car selon la légende, le cygne à cou noir fut le valet d'écurie intrépide du roi Gueusar. À ce que l'on dit, ce qu'un gardien de chevaux craint le plus, c'est le cabrage de son troupeau. Mais à l'endroit où le cygne se présente, il est très rare de voir les chevaux se cabrer. En raison de cela, tous les gardiens de chevaux se morfondent à attendre l'apparition de cygnes à cou noir. Le cygne à cou noir est l'allié naturel du cheval et ne prête pas grande attention à l'homme montant sur un cheval. 在黑天鹅的话不能对着走，这样对着走的话他害怕。为什么他过来这样对着我来？他是干什么来的？就这样的，他就这样的。人也是这样的，一个人不认识的一个人在这里的话，我们一个人对着他走，他人也是就这样会想的。为什么他这样做？他有什么事啊？就这样的，动物也是这样的。然后我在拍动物的时候，我就侧着走，大概是10米和20米左右，像这样的，然后再这样就这样。Les voilà, les 2 cygnes à cou noir sont sains et saufs. Notre photographe attend à l'affût, dissimulé derrière un buisson. Jassi a l'intention de les faire venir doucement vers l'objectif, mais les 2 oiseaux ont senti la présence de l'être humain dissimulé derrière un buisson. Ils s'envolent alors que l'homme est à 10 mètres d'eux. La nuit est à la fois mystérieuse et tranquille à Nianbaozi, car cette contrée est protégée par tant de dieux de montagne, de lacs et d'oiseaux divins. Elle est un foyer commun de l'homme et de la nature. Un immense portail en bois avec 3 portes et 4 piliers fut érigé en 1694.
il y a 4 grands caractères sur l'architrave, dessinés de la main de l'empereur Kangxi. Bel endroit sur un sommet mystique. Érigé devant le temple dédié au Bodhisattva Manjusri, situé au sommet du mont, ce portail est typique des constructions en bois de Wutai-shan. Cet énorme portail, aussi appelé l'Arche du Souvenir, date de la dynastie des Han. Il a donc plus de 2000 ans. C'est une structure architecturale typique chinoise, un immense portail symbolique menant à d'autres bâtiments. La construction d'immenses portails entre les temples de Wutai-shan a commencé sous la dynastie des Ming, mais a connu son apogée sous les Qing. L'empereur Kangxi s'est rendu à 5 reprises en pèlerinage à Wutai-shan. Cela faisait partie de la politique de conciliation avec les ethnies mongoles et tibétaines pour maintenir la stabilité et développer un système politique féodal unifié. Ces portails immenses devant les temples étaient construits l'un après l'autre pour montrer les faveurs successives accordées par l'empereur. Ces entrées au temple de Wutai-shan sont majestueuses. Le temple Nanshan est très ancien. Son portail a été construit sous la dynastie des Tang. Ce portail en pierre de 8 mètres de haut et de 13 mètres de large a été rénové après la fondation de la République populaire de Chine. La combinaison du portail et des 108 marches en pierre en font un site merveilleux. Ce portail en pierre imite la structure en bois devant le temple Longquan. Il fait 7 mètres de haut et 24 de long. Il comporte 4 colonnes, 3 portes, un support et de multiples avant-toits. Il est décoré de dragons parce qu'il était le symbole du temple du dragon Longquan. Il y a des dragons et des mascottes populaires de l'époque qui sont gravés sur tous les éléments du temple, y compris les boulons en pierre. Le temple Longquan a été construit sous la dynastie des Song, alors que le portail en pierre date de 1919. 5 ans de labeur et 40 000 taels d'argent ont été nécessaires pour terminer ce travail parfait et exquis. C'est un bel exemple d'immenses portails sculptés en pierre. L'immense portail comporte une base, des colonnes, des architraves et d'autres parties. Les fondations se trouvent à 12 mètres de profondeur afin d'assurer la solidité du portail. Lorsque le bouddhisme indien est arrivé à Wutai-shan, sous la dynastie des Han de l'Est, les techniques de construction des anciens portails chinois avaient déjà atteint leur maturité. Mais ce type de construction n'avait jamais été très répandu dans l'architecture des temples traditionnels chinois. Aux yeux du public d'aujourd'hui, les portails décoratifs des temples de Wutai-shan sont le symbole de la faveur impériale. Il est vrai que les portails étaient à l'origine un produit des ateliers artisanaux de la dynastie des Han. Mais c'est après la visite des empereurs de la dynastie des Qing que la construction de portails sur Wutai-shan s'est développée.